Nous sommes très heureux aujourd'hui d'accueillir pour notre émission Les Énigmes partagées Catherine Malabou, qui est professeure de philosophie à l'université de Kingston et qui a abordé, en tout cas, une des lignes de son travail tourne autour de la plasticité. Et en fait, pour entrer tout de suite dans le vif, plasticité non seulement en termes philosophiques, dirions-nous, mais même, vous voyez, le titre d'un livre, que faire de notre cerveau, quelque chose qui concerne directement les neurosciences. Et donc, philosophie, psychanalyse, neurosciences, voilà l'intersection posée pour cette discussion. Peut-être un thème que l'on pourrait aborder d'emblée, parce que c'est finalement un des thèmes qui nous avait réunis il y a quelques années, c'était ce qui pourrait être pris comme un malentendu, mais en fait, une fois que les choses sont décantées, elles deviennent très claires, plasticité ou flexibilité. C'était quelque chose qui vous avait intéressé, que vous avez bien distingué, approché d'ailleurs de manière critique pour ensuite peut-être revenir, en tout cas c'est mon interprétation, à des aspects de la plasticité qui sont plus en ligne avec ce que nous, comme neurobiologistes, entendons. Mais enfin, démarrons peut-être sur ce duo plasticité-flexibilité. Oui, alors je me suis rendu compte très vite en explorant les significations de la plasticité en neurobiologie que ces concepts, plasticité et tout ce qui y était attaché, avaient un sens politique. C'est-à-dire que dans le monde de l'entreprise aujourd'hui, si on regarde la littérature de management, les notions fondamentales de la neurobiologie sont employées pour décrire le fonctionnement du capitalisme. C'est ainsi qu'on va parler aujourd'hui, j'ai découvert ça dans un journal qui s'appelle Management, on va parler de la plasticité, de l'emploi, on va parler des connexions neuronales entre les ouvriers ou les employés. Et très souvent, il y a un glissement de vocabulaire vers la flexibilité. D'ailleurs, je crois que flexibilité est plus employée que plasticité dans le domaine de l'entreprise, puisque même en France, en ce moment, on parle de flex sécurité, de flexibilité du travail. Hollande est en train de travailler sur comment rendre le travail plus flexible. Et donc, je me suis dit que très certainement, il devait y avoir une utilisation idéologique de ces termes. Et alors que la plasticité désigne bien sûr la souplesse, la capacité à évoluer, à s'adapter, la plasticité désigne aussi la capacité à résister à cette souplesse. Par exemple, quand vous sculptez une statue, le marbre résiste. On parle de la plasticité d'un matériau au sens de sa résistance aussi. Alors que dans la flexibilité, vous n'avez qu'un seul sens, qui est l'adaptabilité, la souplesse, la capacité à se plier à tout, etc. Et l'utilisation qui est faite aujourd'hui idéologique de la plasticité, c'est sa transformation en flexibilité. C'est-à-dire on prend un terme qui appartient aux neurosciences, on le transforme pour les besoins de la cause et on confond les deux. Donc ça m'a énormément intéressé tout de suite. C'est-à-dire que ce qui m'intéresse dans les neurosciences, c'est évidemment les neurosciences, mais aussi leur fonction politique. Ce sont des discours qui sont aujourd'hui immédiatement détournés. Mais dans cette idée de plasticité, flexibilité, il manque quand même, donc plasticité comme entre guillemets, flexibilité, utilisée dans le sens que vous venez de décrire, il manque quand même un autre aspect de la plasticité neurobiologique, c'est-à-dire la plasticité du système nerveux est une manière du système nerveux d'inscrire des traces, d'inscrire l'expérience, ce qui est, je ne dis pas qu'il n'a rien à voir avec la flexibilité, mais enfin qui est vraiment autre chose. C'est vraiment autre chose. Oui, effectivement, j'aurais dû préciser tout à l'heure, quand je parlais de résistance à la déformation, toute inscription d'empreinte suppose une résistance du matériau. L'inscription d'empreinte, elle n'est pas simplement le sceau sur la cire. Il faut aussi que le matériau réponde à cette inscription. Et vous avez raison, la flexibilité ne rend pas du tout compte de ça. Oui, mais peut-être que ce qui est intéressant, c'est que le mot plasticité peut être transversalement déplacé synchroniquement ou diachroniquement dans différents domaines. Et que d'ailleurs, moi, j'avais été beaucoup impressionné par ce colloque que vous aviez organisé sur la plasticité entre des généticiens, des biologistes, des artistes, des théoriciens de l'art qui
traiter autant de Warburg que des neurosciences contemporaines, et également à partir des travaux philosophiques sur la plasticité chez Hegel, enfin votre thèse spécifique sur ce champ. Donc là, au fond, il y a eu un moment où ce terme a véritablement traversé des domaines différents. C'est toujours le cas peut-être aujourd'hui. Oui, je crois que si j'ai élu en quelque sorte ce terme comme, disons, idée directrice de mon travail en général, c'est parce que je crois vraiment que la plasticité n'est pas seulement un mot parmi d'autres, ni seulement quelque chose qui aide à décrire le fonctionnement du cerveau, c'est ce qui travaille en sourdine derrière ça, c'est la constitution d'un paradigme. Voilà. Oui. C'est-à-dire que alors moi je dirais un paradigme, et peut-être un nouveau paradigme, ou un paradigme qui trouve plusieurs temps d'actualité. Voilà. Pour moi, c'est un paradigme qui va remplacer celui d'écriture. C'est-à-dire quand j'ai commencé mes études, etc., le paradigme philosophico-scientifique, c'était le code, c'était l'écriture. Parce que les idées de François Jacob, etc., enfin l'ADN, avait eu une forte impression dans les esprits, et on en trouvait des traductions en philosophie, mais aussi dans les arts. C'est ce que Derrida dit de la grammatologie, tout devenait une question d'écriture. Il dit, nous sommes à une époque où tout devient question d'écriture. Chorégraphie, etc., etc. Et je crois que précisément ce paradigme, qui était aussi un paradigme de la trace, mais d'un certain type de trace, puisque le code, lui, n'était ni flexible ni plastique, est en train de changer. Et pour moi, la plasticité désigne un moment où le paradigme du code perd sa rigidité. Donc, évidemment, on va trouver des traces de ça, des retombées de ça dans beaucoup de domaines, et pas seulement en neurosciences ni en philosophie, mais aussi en art, dans le cinéma. Voilà, c'est-à-dire que ce travail ici sur art, cinéma, théorie de l'art, neurosciences, génétique, c'est retrouver une même question dans différents champs. C'est une méthode, ça. Je crois que les généticiens parlent de plasticité du génome. Enfin, aujourd'hui, Bon, aujourd'hui, même pour utiliser des termes, disons, pour définir des aspects, on parle même d'instabilité du génome. Instabilité, oui. Parce que il y a une remise en... les données biologiques le montrent que, bien sûr, il y a une inscription, il y a un code, mais ensuite, il y a ce que Barbara McClintock avait décrit pour le maïs, les gènes qui sautent, c'est-à-dire des bouts d'ADN qui se déplacent dans le génome et qui, évidemment, peuvent modifier l'expression, sans compter en plus cette nouvelle, entre guillemets, couche de plasticité qui est l'épigénétique, c'est-à-dire la modulation de l'expression de gènes sans changer le code. Je ne sais pas si c'est un sujet que vous avez... C'est un sujet qui me passionne totalement en ce moment, oui. Mais en tout cas, pour revenir juste un instant, oui. Moi, je trouve ça complètement fascinant. Qu'en 20 ans, on ait pu... C'était la durée de mes études, exactement. Enfin, je veux dire, tout le... Passer du code à la plasticité. C'est incroyable. Et je suis totalement étonnée de voir que mes collègues philosophes n'écrivent absolument rien là-dessus. Ouais. Vous avez des livres sur la biologie, philosophie des sciences, etc. Ouais. Mais sur l'idée que ça peut représenter, quoi. Voilà, c'est-à-dire qu'au fond, c'est la question du changement de paradigme. Qui reconnaît le changement de paradigme? Qui reconnaît le changement de paradigme? Est-ce qu'un changement de paradigme peut être reconnu à l'intérieur même d'un domaine? Ou est-ce qu'il faut un autre domaine? Moi, c'est ce que j'appelle la logique des points de butée, c'est-à-dire qu'on bute sur une question dans un domaine, et c'est peut-être d'un autre domaine que vient la possibilité de reconnaître que c'est un changement de paradigme. Voilà. Alors effectivement, Atlan a écrit ce petit livre qui s'appelle « La fin du tout génétique », où il annonce un changement de paradigme au sens de Kuhn, littéralement. C'est un tout petit livre qui, à mon avis, est très important, mais qui n'a pas eu d'écho en philosophie, alors que effectivement, il dit on va passer du paradigme génétique au paradigme épigénétique. C'est un paradigme à construire, etc. Voilà, et puis au fond, on passe également pour l'idée que la psychanalyse peut se faire de la science. C'est-à-dire que le changement de paradigme, il surgit peut-être synchroniquement dans différents domaines. Oui. Mais on n'en prend pas toujours la mesure. On n'en prend pas toujours la mesure. Parce qu'on peut dire qu'au fond, à une époque, le côté neurobiologique, voire génétique, c'était l'idée de la production du même. Alors qu'aujourd'hui, ça devient l'énigme de la production du différent. C'est ça. De l'unique. De l'unique et du différent. Mais juste une question. Tu soulèves la question du paradigme en disant, en fait,
qui reconnaît le paradigme, mais qui le crée? Comment ça se passe? Enfin, c'est vraiment une question de philosophie. Je suis incompétent pour y répondre, mais est-ce que ça vous dit quelque chose? Parce que j'ai rebondi sur cette idée que, François, tu as dit, un nouveau paradigme doit être reconnu. Bon, ça... Mais il surgit quelque part. Non, mais c'est peut-être... Voilà, oui? C'est-à-dire que Kuhn, dans mon souvenir, dit que un paradigme s'épuise et qu'à ce moment-là, la science devient paradoxale, il dit. Paradoxale, où il y a des anomalies qui se produisent. Mais la science ne peut pas travailler sans paradigme. Donc, en fait, le changement de paradigme se fait presque, dans ce que j'ai compris qu'il indique, d'un coup. Et de manière presque synchronique. C'est comme un surgissement synchronique d'un nouveau paradigme. Hein, parce qu'il n'y a pas une phase sans paradigme. Et qu'au fond, voilà, c'est-à-dire comment se fait un changement de paradigme? Je crois que l'événement qui a donné lieu, il faut bien un événement, effectivement, qui fasse qu'à un moment, ça surgit et tout change. Je crois que c'est le séquençage du génome. Ça a été tellement décevant. Enfin, le séquençage du génome humain, où on s'est aperçu que... c'est ce que dit Atlan. Que quand on a découvert que qu'on n'avait pas plus de gènes codants que certaines espèces animales, enfin, qu'il y avait des gènes qui, en gros, servaient à rien, l'idée de désert génétique, etc., quand on s'est aperçu qu'il était impossible. On pensait découvrir la clé de toutes les conduites. Et alors peut-être on a récupéré, entre guillemets, le paradigme de la plasticité, parce qu'en fait la notion de plasticité, en tout cas pour ce qui est du système nerveux, elle n'est pas récente. Elle existe depuis, bon, si on veut déjà remonter un peu dans le temps, avec Hebb, et cette notion d'inscription de la trace et d'activité synchronique entre ce qui était coïncidence de détection d'événements et qui modifie l'activité synaptique de manière durable. Et puis encore plus tôt, finalement, on peut même dire que Cajal lui-même avait eu cette intuition. Donc je veux dire, cette idée Freud que... aussi, dans l'esquisse, oui, c'est curieusement, la notion de ballon, frayage, oui, absolument, de modification de l'efficacité du transfert d'informations, qui est quand même une des formes de la plasticité dans le système nerveux. Donc, c'est intéressant. Donc, ce qui voudrait dire qu'en fait, qu'il y a des évidences biologiques ou des concepts, mais partant de la biologie, et qui après, lorsqu'un paradigme devient déficient, ils s'introduisent. Je ne sais pas, c'est juste... Tout à fait, parce que cette plasticité qui était découverte depuis longtemps, personne n'en parlait. Enfin, je veux dire, il a fallu que... Bon, Jean-Pierre Changeux, dans ses leçons au Collège de France au début des années 80, parlait déjà d'épigénétique. Mais pas, disons, c'est pas au sens actuel d'épigénétique. C'était plus, expérience par rapport à nature and nurture, c'est-à-dire expérience par rapport à l'inné et l'acquis, disons. Voilà, c'était dans ce contexte-là. Peut-être qu'il y avait une prévalence du paradigme génétique et une modulation épigénétique. Tandis que là, on pourrait dire qu'il y a deux lignes de détermination, une génétique, une autre épigénétique à travers l'expérience, les mécanismes de plasticité, l'inscription de la trace, et que les deux se nouent dans la complexité de la plasticité. Et de ces deux déterminants émerge le sujet. Exactement. Je crois que oui, c'est vers ça que maintenant s'oriente un peu mon travail. Au début, la plasticité, pour moi, je pensais que c'était juste un problème d'organisation interne d'un système, le cerveau par exemple. Et maintenant, je m'aperçois que la plasticité désigne exactement ce que tu viens de dire, c'est-à-dire le cœur de deux lignes de détermination génétique et épigénétique. Voilà, c'est-à-dire qu'il y aurait deux types de détermination et qu'elles trouveraient une articulation dans des mécanismes encore inexplorés, enfin, qui sont en pleine recherche autour de la plasticité. Les mécanismes épigénétiques tels qu'on les conçoit aujourd'hui commencent à être connus. C'est-à-dire c'est des modifications non structurelles de l'ADN, mais de l'organisation de la chromatine, donc de l'ADN dans ses structures tridimensionnelles. Oui, j'ai l'impression qu'à la fois ça désigne quelque chose de génétique, l'épigénétique, c'est-à-dire qui ne fait pas intervenir l'expérience, etc., qui a lieu à des niveaux chimiques, moléculaires, ça. Mais j'ai l'impression que ça désigne aussi
quelque chose qui est produit par l'expérience. Ah, mais totalement. Non, donc, mais comment les deux... C'est un mécanisme... Ah, mais totalement. En fait, c'est le mécanisme qui permet de moduler... Bon, là, on revient un petit peu... C'est intéressant parce que, finalement, ce que je réalise, c'est qu'il y a beaucoup d'utilisations multiples du même terme. Hein. J'ai l'impression que c'est pas unifié. Mais aujourd'hui, quand même, oui, la notion d'épigénétique, c'est que, en fait, à partir d'une séquence d'ADN qui, elle, est là, bien sûr, elle peut être modifiée par des mutations, mais sans qu'il y ait de mutations, on peut moduler par des signaux qui sont liés à l'expérience. Là, je parle de signaux cellulaires, mais évidemment, ça implique aussi l'organisme. Et bien, on peut moduler l'expression de certains gènes avec ces activités de méthylation de l'ADN et d'autres, d'acétylation de ces gènes qui se transposent, des transposons, rétrotransposons, des jumping genes. Donc, le matériau est là, c'est le code, mais ensuite, le réarrangement structurel et quelques modifications chimiques, mais pas dans la séquence de l'ADN, font que des gènes sont exprimés plus ou moins. Et ces modifications proviennent de l'environnement, donc de l'expérience. Donc il y a quand même une intersection entre les deux, finalement. Très intéressante. Et on parlait hier du symbolique. Pour moi, ça veut dire quand même que le symbolique s'introduit à ce niveau-là. Symbolique, j'entends tout ce qui est acquis par l'expérience, etc., disons ce qu'on appelait le sens. A donc des répercussions sur... Voilà. Mais à ce moment-là, comment les considérer, même sur un plan philosophique? C'est-à-dire, est-ce qu'on se dit... parce qu'au fond, le paradigme, si je prends freudien, c'est celui de la trace, donc de l'inscription, et qui est presque un paradigme graphique. Hein, c'est-à-dire, alors que la plasticité, c'est la forme, c'est plus un paradigme finalement temporel qui met en jeu une certaine idée du temps. Enfin, il me semble qu'on va vers un au-delà de l'idée de l'inscription, de l'au-delà de l'idée de la trace comme écriture. Ah ben oui, voilà, tout à l'heure quand on parlait du changement de paradigme, je pense que ça implique ça aussi. C'est la fin de l'écriture. Oui, qu'est-ce que ça veut dire, la fin de l'écriture? C'est provocateur, ça, c'est intéressant. Qu'est-ce que ça veut dire, la fin de l'écriture? Ça veut dire que... moi, j'appelle ça un schème. Le schème de la trace n'est plus pertinent parce que je ne pense pas qu'on puisse donner à la trace un autre sens que graphique. Bon, ça, c'est quelque chose qu'on pourrait discuter. Mais trace est toujours, pour moi, identifié à trace graphique. Ça veut dire que ce modèle-là, de l'empreinte d'un support sur un support, n'est plus pertinent pour penser le travail de l'énergie aujourd'hui, quoi, le travail énergétique dans un système. Puisque si j'ai bien compris, la manière dont la mémoire se produit, justement, cette modification synaptique ne laisse pas de traces. Enfin, ça déforme les connexions, ça les permet de se former autrement, mais c'est pas selon l'image de l'impression. Non, mais surtout, elle est dynamique. Même une fois inscrite, elle est modifiable. Elle est modifiable. Et surtout, ce qui est très intéressant, qui rajoute, peut-être qui combine la notion de graphique et plastique, c'est que, bon, là on fait peut-être un petit saut comme ça, mais on y va, c'est la réassociation de traces. C'est-à-dire qu'on crée de nouvelles traces à partir de traces existantes. Et là, il y a quand même ces évidences neurobiologiques de ce qu'on appelle le terme de reconsolidation, c'est-à-dire que chaque fois qu'on réactive une trace, en fait, elle devient labile et des éléments de cette trace peuvent s'associer à d'autres et donc créer autre chose. Ça, c'est totalement fascinant. Oui. Voilà, donc... c'est-à-dire qu'on est dans un paradigme plastique plutôt que graphique. C'est-à-dire que, bon, moi, en philosophie, je sais que ce paradigme graphique, c'est ce qui a été introduit sous le nom de différence. Hein, on a parlé des philosophies de la différence. Il n'y avait pas seulement Derrida, il y avait aussi Deleuze, il y avait, dans les années entre, disons, 60 et 80. Vous pouvez juste expliquer un petit peu, parce que différence, c'est un terme très voilà, général. On parlait de philosophie de différence. Qu'est-ce que ça veut dire, la philosophie? Ça, c'est pour le... Ça veut dire que l'identité est seconde par rapport à ce qui ouvre la possibilité de l'identité. C'est-à-dire que toute identité suppose d'abord une ouverture, ce que Heidegger appelait un trait ouvrant. Il n'y a pas de substance au départ, il n'y a pas d'essence. Il y a
quelque chose qui fraie, le fameux frayage, Oui. sans lequel il n'y aurait pas d'identité. C'est-à-dire que tant qu'un matériau n'est pas différencié, il ne peut pas apparaître. Donc, par exemple, par l'écriture. Par l'écriture, alors, mais écriture, évidemment, chez Derrida, ça a un sens beaucoup plus large que simplement le trait de stylo. Oui. Mais c'est précisément ce qui va donner lieu à la formation d'une identité. Donc on supposait que la différence était première, en quelque sorte. Voilà, qu'il y avait cette espèce de... Enfin, que c'était le premier paradigme, parce qu'il n'y avait rien avant la différence. C'est aussi ce que Lévinas a dit. La trace, c'est le passé sans que personne soit passé. C'est-à-dire qu'on voit des traces sur une plage, on dit, tiens, quelqu'un est passé par là, et Lévinas dit, oui, mais nous, il faut qu'on pense la trace sans que personne soit passé. C'est-à-dire comme si c'était la première... voilà, comme si la trace était première. Là, avec ce que vous venez de dire, ça signifie, avec le paradigme de la plasticité, que cette empreinte peut être changée. Donc il y a quelque chose avant, d'une certaine façon, qui est la mutabilité de la trace, qui viendrait en quelque sorte avant elle. Ce que j'appelle changer de différence. Il y a la différence, mais il y a aussi la possibilité de la changer. Et cette capacité à changer la différence, à reprogrammer, à réassocier, serait donc première par rapport à l'ouverture de l'empreinte. Ouais. Et à mon avis, il est là le paradigme qui est en train de changer. C'est-à-dire que l'image de la griffure ou de la trace de pas sur la plage devient secondaire par rapport à la capacité de cette même trace à changer et à devenir autre. Un des grands paradoxes, c'est tout de même que malgré cette plasticité qui permet d'inscrire mais aussi de modifier en permanence, on garde une identité. Oui, c'est-à-dire... c'est un des paradoxes de la plasticité. En fait, voilà, nous, dans nos travaux, on tombe sur 3 paradoxes qui nous préoccupent, qu'on pourrait peut-être juste rappeler. Le premier paradoxe, c'est des mécanismes universaux qui aboutissent à produire de l'unique et du différent. Oui. Deuxième paradoxe, c'est celui de la discontinuité, c'est-à-dire un paradigme de continuité. L'expérience laisse une trace, qui est la plasticité. À travers la réassociation de traces, la reconsolidation crée une discontinuité. Alors, oui. Bon, là, je mets la discontinuité comme seconde à la réassociation. Enfin, peut-être qu'elle est une propriété première, la discontinuité. Et que, au fond, j'ai dit des fois à Pierre que nos perspectives théoriques sur les paradigmes ouvrent à l'idée d'une biologie de la discontinuité. Alors qu'aujourd'hui, la biologie, elle est prise dans un modèle continuiste. Puis, troisième paradoxe, c'est le changement permanent. C'est-à-dire que tout se modifie en permanence, ce qui rejoint ce que vient de dire Pierre. C'est-à-dire que pour un psychanalyste, la question, c'est comment changer quelque chose qui ne cesse de se répéter. Pour un biologiste, neurobiologiste, la question est inverse, c'est-à-dire comment ça se fait qu'avec quelque chose qui change autant, il y ait une identité diachronique. Parce que finalement, c'est la différence, l'unicité, le changement, la non-permanence qui est le point le plus stable, si on veut, paradoxalement. Et que la question de l'identité diachronique est revisitée à la lumière de la plasticité. À chaque instant, on change. À chaque instant, on est potentiellement tout à fait différent. Une nuit de rêves, de cauchemars, de boissons, d'aventures fait qu'il n'y a aucune raison que le sujet, le lendemain matin, sache qu'il est toujours le même. C'est un paradoxe. Oui. Et est-ce que c'est quelque chose que vous avez abordé du point de vue de la philosophie? Disons qu'effectivement, c'était déjà un paradoxe pour les philosophies de la différence. Oui, en fait, c'est tout à fait. Voilà, c'est-à-dire comment se fait-il que si tout commence par la différence, comment se fait-il qu'on soit identique à nous-mêmes? Enfin, bon, si effectivement le principe, on va dire, c'est la différence, comment se fait-il qu'il y ait de l'identité? C'est ce paradoxe que Deleuze a placé très précisément au centre de son livre « Différence et répétition ». Et la réponse est contenue dans le titre, c'est-à-dire en utilisant le principe de l'éternel retour de Nietzsche, il montre qu'à partir de la différence, l'identité se construit comme répétition. C'est ce qui revient, c'est parce que la différence revient qu'elle crée de l'identité. Elle crée de l'identité par
prospection rétrospective sur la base d'une répétition. C'est ça. Depuis l'après-coup. C'est ça. L'identité vient après coup. L'identité vient après coup. Elle n'est pas au commencement. Voilà. Et la véritable répétition n'est pas la répétition du même, c'est celle qui produit de la différence. C'était la thèse de Deleuze. Par exemple, bien, ça. Par exemple, un interprète, un grand pianiste, il va produire cette différence par rapport à la partition originale, mais en même temps, en produisant cette différence, il répète la partition originale. Il lui donne son identité. C'est-à-dire que c'est le modèle du joueur, de l'interprète, qui donne l'identité au texte de départ en créant, d'une certaine façon, dans la répétition. Oui, l'interprète comme créateur. L'interprète comme... Voilà, exactement. Avec la plasticité, je crois qu'en fait, on est un peu dans ce modèle-là aussi. C'est pour ça que la plasticité est d'abord une théorie du temps. Voilà. Il y a cette idée qui est la même, je pense. Il faut simplement l'adapter dans notre nouveau paradigme. Que la répétition, l'habitude, l'adaptation, la boucle du retour adaptatif. Créer une représentation du temps, finalement. Oui. Freud disait dans le bloc magique qu'il y a une discontinuité dans l'investissement pulsionnel et que la représentation du temps est issue de cette discontinuité. C'est-à-dire, ça rejoint votre développement. C'est-à-dire, il y aurait d'abord la discontinuité ou la différence, et au fond, comme rien ne relie le temps 1 au temps 2, qu'entre les deux, il y a toujours un temps 0 qui est un gouffre, alors on produit une représentation du temps. C'est-à-dire que Freud est bien obligé à un moment d'introduire quelque chose comme de la différence dans la compulsion de répétition. Si la répétition, c'était juste une boucle qui revient sans jamais créer de différence, il n'y aurait pas d'identité non plus. Je pense que c'est un des problèmes qui doit être posé au-delà du principe de plaisir. Il faut qu'à un moment, quelque chose arrive dans cette boucle, comme de la discontinuité ou de la différence. Lacan a beaucoup repris, puisqu'il a mis dans 4 concepts fondamentaux de la psychanalyse, l'inconscient, la pulsion, la répétition et le transfert. Dans l'idée de répétition, il y a l'idée de production d'une différence. Voilà. Mais c'est l'interprétation aussi. Enfin, moi, vous parlez tout à l'heure du paradigme du code et ensuite celui de la plasticité. Je ne peux pas résister, comme vous avez pris l'exemple du musicien, enfin, la partition de musique, c'est un code, en fait. Et l'interprétation, avec les différences qui sont introduites et qui crée, en fait, c'est quelque chose qui est créatif. Cette plasticité est créatrice. Voilà. Et c'est d'ailleurs la métaphore partition, ça m'y fait penser, partition-interprétation, qu'emploie Genuwein, le physicien allemand, pour décrire ce que c'est que l'épigénétique. Sur son site, il y a cette métaphore. Imaginez que le code soit la partition, l'épigénétique est l'interprétation. C'est amusant comme métaphore. C'est pas inintéressant. Donc on voit que cette métaphore, en fait, elle se déplace du paradigme de la différence vers le paradigme de la plasticité. Mais il y a la question de la répétition qui est intéressante. Peut-être je me fixe un petit peu sur cette question moi, je me souviens, j'avais vu une fois une émission où, en fait, c'était il y a quelque temps maintenant, je pense qu'on peut faire beaucoup mieux, mais enfin, un ordinateur reproduit, enfin, associé, branché avec un piano, reproduisait exactement le code musical, donc la partition. Et puis, donc, ça veut dire que ça répétait chaque fois la même chose, par définition. Et c'était quelque chose, je ne dis pas d'inaudible, il ne faut pas exagérer, mais enfin, c'était vraiment pas intéressant. Et puis, il passait la même, je crois que c'était une sonate de Chopin, je crois, et Rubinstein qui jouait après. Et évidemment, on était pris, enfin, c'est quelque chose de passionnant parce qu'il crée, et en fait, c'était pas de la répétition, c'était que les intervalles, une histoire de temps, étaient légèrement inexacts par rapport au code, et que c'était cette imprécision qui était créatrice, qui, en tout cas, voilà. Enfin, c'est très intéressant. C'est une petite digression, mais voilà, qui est dans ce thème je veux dire, la répétition, parce que vous avez parlé de répétition. Alors, la répétition, elle peut être mortifère ou créatrice. C'est ça.
Oui, il y a une répétition de vie et une répétition de mort. Alors là, de vie et voilà, répétition de mort. et avec le paradigme de la plasticité, on peut même penser que la répétition, effectivement, change le code, enfin, le démobilise, le remobilise autrement. N'est pas seulement son expression. Si on reprend la question des paradigmes et qu'on prend au sérieux ce qu'on est en train de dire, en disant il y a un effet qui fait série dans ce qu'on dit, c'est vertigineux, parce qu'à ce moment-là, on sort complètement de l'idée du paradigme scientifique qui va chercher les bases biologiques de phénomènes qui, à partir de là, vont se répéter sous une même forme pour aller vers vraiment un paradigme complètement différent, c'est-à-dire la répétition comme impossible. C'est ça. Et je pense que là, on peut introduire aussi, pour moi, ce qui semble important, c'est un sens négatif de la plasticité, vraiment, qui est ce que j'appelle la plasticité destructrice, c'est-à-dire quand tout ça s'interrompt dans les maladies cérébrales. C'est-à-dire à un moment, je pense aussi que dans ce système, c'est ce dont on avait parlé à Lausanne, je me souviens, dans ce système de répétition créatrice, etc., il y a aussi quelque chose qui peut intervenir à tout moment, comme l'interruption. Oui. S'il y a un excès de plasticité... oui, ou il y a une un état quelque chose qui vient gripper le système, qui me paraît absent du paradigme de l'écriture. Qu'est-ce que c'est qu'Alzheimer? Qu'est-ce que c'est que ces moments où il y a bien quand même un travail de la forme, parce qu'il y a formation d'une identité aussi, mais formation par destruction. Ce qui est intéressant, c'est que, bon, en tout cas, certains travaux montrent, si on prend maintenant cet exemple de la maladie d'Alzheimer ou de maladies neurodégénératives, que bien sûr, en même temps qu'il y a des processus dégénératifs qui détruisent, il y a réactivation de processus actifs au cours de la vie embryonnaire, en tout cas du développement précoce, comme pour compenser cette destruction. Donc, il y a réactivation de mécanismes de développement précoce du système nerveux, mais qui visiblement ne compense pas la perte, mais qui serait là, si on pense en termes finalistes, ou en tout cas de boucle de rétroaction, qui serait là pour compenser, pallier cette perte. Mais bon, c'est une autre forme de... C'est une forme de plasticité, mais c'est plus la plasticité... Parce que voilà, il y a encore un terme qui ne nous intéresse pas particulièrement, mais qui était quand même le terme consacré, la signification consacrée de plasticité en neurologie, avant toutes les implications, ou en parallèle, mais en tout cas qui étaient surtout mises en avant, c'était la capacité du système nerveux de récupérer des fonctions après lésion. Compensation. Oui, compensation. Oui. C'est une forme de plasticité. Mais donc vraiment ce terme de plasticité, il est très très vaste. Et il me semble donc désigner plein de choses que l'écriture ne désignait pas. Voilà, il met en jeu le temps, il met en jeu la forme. La forme, la compensation, la réparation, la cicatrisation, en même temps la discontinuité, l'explosion, etc. Et puis bon, il introduit aussi sur le plan de la clinique, une clinique du devenir, qui est autre que celle du neurodéveloppement. Qu'il y a des facteurs biologiques qui sont des propriétés qui permettent un devenir. Là, on aborde votre point, c'est-à-dire jusqu'où la psychanalyse peut-elle soigner les gens qui souffrent de troubles cérébraux aussi. Hein. Mais je ne sais pas si on aborde le sujet maintenant, mais du point de vue thérapeutique, bon, moi, je n'y connais rien. Est-ce qu'on peut... des personnes, enfin, à la Salpêtrière, notamment Lisa Housse et d'autres, qui s'intéressent à la psychanalyse chez les cérébrolésés. Parce que, bon, moi, ma question, c'est... Quand le langage est atteint, qu'est-ce qu'on fait? La psychanalyse repose quand même beaucoup là-dessus. Enfin bon, ça c'est une autre question. Oui. Enfin, on ne peut pas poser le langage et la question des représentations indépendamment du vivant et la question du corps, c'est-à-dire de l'excès du vivant dans notre modèle. Enfin, on peut dire quelqu'un qui a un trouble de dégénérescence comme l'Alzheimer perd des représentations et est soumis à des états de détresse qui sont semblables à l'état de détresse du nourrisson, enfin du tout jeune enfant. Donc en fait, il y a aussi quelque chose qui met en jeu plaisir et déplaisir
anticipation du plaisir, anticipation du déplaisir, et pas seulement la parole en tant que cognition, quoi. Oui, oui. Et que, au fond, l'analyse est un travail qui est dans le champ aussi de la pulsion, et pas seulement des représentations. La pulsion qui est un concept qui explore la limite entre le somatique et le psychique, et que finalement, à ce moment-là, le pont est fait par cette question plaisir-déplaisir. Et que chez les cérébrolésés, enfin, on étudie ici à Galma une situation de lésion frontale dans la petite enfance, d'une lésion frontale antérieure, où c'est toute cette question du défaut d'anticipation, enfin de l'initiation, l'anticipation, la planification devient impossible pour un sujet suite à une lésion cérébrale. À partir de là, on peut se dire, bien sûr, on peut le traiter par la parole, mais on peut aussi le traiter par, entre guillemets, je l'invente sur place, la logique du plaisir et du déplaisir. C'est-à-dire qu'il y a peut-être des facteurs de plasticité qui mettent vraiment en jeu quelque chose qui n'a rien à voir avec l'inscription, la mémoire, mais plutôt l'acte, plutôt l'action, vraiment, et la planification de l'action par rapport à l'anticipation du plaisir et du déplaisir. Donc là, on retrouve aussi au niveau des états somatiques cette question du temps en termes d'anticipation. Il y a une anticipation prospective ou bien une anticipation rétrospective. Et ce jeune patient, moi j'avais au fond, que j'ai suivi pendant 20 ans, là, qui je suis toujours, c'est beaucoup autour de cette question plaisir et déplaisir que le travail a pu être fait. Enfin, juste pour dire que la pratique de la psychanalyse n'est pas qu'une pratique de la parole, elle est aussi une pratique qui met en jeu le plaisir, le déplaisir, l'échec du principe de plaisir, l'au-delà du principe de plaisir. Moi, j'aimerais juste revenir sur ce livre que vous avez édité, dont vous avez réuni différents. Et quel était, enfin bon, évidemment, le fil conducteur, c'était la plasticité, mais comment peut-être pouvez-vous la redécliner très brièvement par rapport aux différents champs que vous avez abordés? Je me souviens, il y a un ou deux auteurs qui sont des neurobiologistes. Il y a par exemple, Warburg, traité, je crois, par Didier Huberman. Enfin, par exemple. Oui, l'idée, en fait, elle était très simple. Alors après, j'ai habillé ça théoriquement, mais l'idée, elle était très simple. Je voulais que chaque personne illustre une signification du concept. Je voulais donner la parole à chaque signification en invitant des gens différents. Donc, pour l'art, bien sûr, il y a eu des artistes, mais aussi... Alors, à l'intérieur de l'art, c'était différencié. Par exemple, Eisenstein parle de la plasticité au cinéma, donc j'ai invité un spécialiste d'Eisenstein. La plasticité au cinéma, la plasticité cinématographique. Comment vous déclinez ça? C'est une réflexion sur l'animation. En fait, Eisenstein écrit un texte sur les dessins animés. Et qu'est-ce qui donne l'illusion de vie dans l'animation? Et c'est à ce moment-là qu'il parle de plasticité du personnage. Donc moi, je ne savais pas ce que c'était, donc j'ai invité un spécialiste d'Eisenstein, etc. J'ai invité quelqu'un qui a fait l'étymologie du terme, en grec, en latin, donc étymologiquement. Donc j'avais une collègue qui a parlé de ça. J'ai invité un spécialiste des plastiques aux États-Unis, Jeffrey Michael, l'histoire des plastiques, de la bakélite au nouveau composite. C'était absolument passionnant. Comment on fabrique les plastiques, qu'est-ce que c'est aujourd'hui? J'ai invité... qu'est-ce qu'il y avait d'autre? Il y avait de la topologie, un topologue qui nous a parlé des boucles, des philosophes. Il y avait Didier Huberman sur Warburg. Donc voilà, le principe est très simple. C'était, est-ce qu'on peut... Voilà, on va faire parler toutes ces voix, comme dans un orchestre. Chacun va défendre son approche de plasticité. Est-ce qu'on va pouvoir dégager une unité? Je pense qu'on l'a fait. Voilà. Bien qu'on voit que ce mot a quand même, ce terme a beaucoup de... Voilà, beaucoup de significations, mais ça m'a intéressé de les faire jouer comme dans... Peut-être on peut, comme on s'intéresse à Warburg, en ce moment, faire une brève digression sur Warburg et la plasticité. Warburg. Enfin, ce qui est troublant chez Warburg, c'est qu'avec sa conception, enfin, il s'est appuyé sur une conception biologique de la mémoire pour penser la question, finalement, de l'interprétation de l'œuvre d'art, enfin, avec cette idée de mémocine, c'est-à-dire de mettre ensemble des œuvres de différentes époques qui ont pour lui, qui s'associent par autre chose que
des courants de création de l'art, hein, c'est-à-dire presque un statut de la mémoire, de ce qu'il appelait le Nachleben, que en français Didier Burman a mis survivance, mais c'est ambigu parce que le Nachleben, c'est dire aussi que peut-être une forme se vit après coup, hein, c'est-à-dire elle ne va pas vivre au moment où elle est créée, qu'elle va trouver une vie parce qu'elle est interprétée finalement. Enfin, c'est comme ça que je comprends ces mnémosines de Warburg qui sont très énigmatiques, hein, mais une certaine forme va trouver une interprétation après coup dans une Nachleben, c'est-à-dire une vie après coup finalement, c'est-à-dire plutôt qu'une survivance dans le sens d'une racine, hein, parce que le Nachleben pourrait être vu comme archétype qui aurait des formes primordiales, comme Jung a pu le dire à propos de la psychanalyse, qui se retrouve, hein, comme une sorte de théorie de la mémoire. Et là, c'est plutôt une mémoire du futur, quoi. C'est le futur d'une forme qui donne son interprétation, hein, à travers cette survivance. Donc le jeu entre Nachleben et mnémosine chez Warburg est très intéressant par rapport aux conceptions les plus contemporaines de la plasticité et de la mémoire. Absolument. Oui, il avait travaillé aussi, je me rappelle, dans cette conférence, Didier Berman sur les ex-voto. C'est-à-dire, on offre, dans certaines églises italiennes, on offre une partie de son corps pour qu'elle soit soignée ou réparée, etc. Donc là aussi, on anticipe en quelque sorte sur la survivance de son propre corps, quoi. On demande la survie. Et il y a, dans tout cet acte de demande de la survie, il avait fait intervenir justement tout ce qui vient d'être décrit là, Warburg, etc. Donc, effectivement, de toutes ces voies sur la plasticité, on a essayé de construire une unité. Et c'est là que l'idée de paradigme est venue, je crois. En conclusion, on a dit, bon, bah, il faut qu'on construise un paradigme. Oui, ça veut dire que c'est un moment de révélation du paradigme. Oui, et je pense de mettre ensemble différents domaines. Parce que finalement, Warburg avait aussi l'idée, comment est-ce qu'il appelait ça, de la science de l'intervalle. On disait, au fond, Zwischenraum, enfin, quelque chose comme ça. C'est-à-dire l'idée qu'à un certain moment, au fond, on ne peut pas résoudre un problème à l'intérieur d'une seule science. Enfin, lui, il convoquait l'anthropologie, la psychologie, la biologie même. Ça me paraît... avec l'histoire de l'art. Alors maintenant, on parlait aussi de ça hier soir. Mon problème, c'est que est-ce qu'aujourd'hui, on ne vit pas non plus la crise des paradigmes en général? C'est-à-dire que est-ce qu'une seule idée peut permettre, effectivement, de regrouper? Ou est-ce qu'on ne vit pas plutôt aussi, aujourd'hui, la fin de ces modèles unificateurs? Oui, c'est-à-dire... Le paradigme serait devenu plastique. Le paradigme, on passerait du paradigme de la plasticité à la plasticité des paradigmes. C'est aussi ce qu'on peut se demander. Je veux dire, la perte de repères que tout le monde vit aujourd'hui, l'espèce de dispersion dans laquelle on est. On peut aussi se demander si quelque chose comme la fédération... La fédération, c'est quand même une grande question aujourd'hui. Politique, évidemment, mais aussi scientifique. Est-ce qu'on peut encore croire à l'idée d'une fédération intellectuelle, quoi, c'est-à-dire à l'idée du paradigme. Mais donc d'un courant de pensée. Oui, c'est ça. On voit bien qu'aujourd'hui, oui, voilà, chacun est dans son truc, même au niveau des conduites quotidiennes. Ouais. On serait en état de discontinuité, quoi. C'est une question que je me pose. D'ailleurs, je me dis... dans le T0 entre T1 et T2, quoi. Je me dis des fois, est-ce que vraiment tu es conforme à ton propre geste de déconstruction Parce que j'ai l'impression qu'en moi, il y a quand même une confiance encore dans l'idée qu'on va avoir un modèle que tout le monde va partager, qu'il suffit de le dire, qu'il suffit d'inviter des gens, qu'on va se mettre à discuter et qu'on va s'accorder sur la naissance d'un paradigme. C'est vrai, on peut avoir un grand espoir aussi en biologie, dans le rapport biologie-psychanalyse, enfin de se dire que si on introduit l'inconscient au programme de neurosciences, on va déboucher sur du nouveau, quoi. Or, on s'aperçoit qu'en fait, c'est très conflictuel. Cette question, je pense que d'ailleurs, on s'achemine vers la fin de cette discussion, de terminer avec une question ouverte. Est-ce la fin des paradigmes? Est-ce la fin des paradigmes? C'est-à-dire que quand on construit un paradigme, on s'aperçoit aussi aujourd'hui que peut-être
cette construction est impossible. Je pense que c'est important de le dire, au moins de poser la question. Je ne sais pas si on est comme dans les années 60, oui, avec Lévi-Strauss et le structuralisme. Là, il y avait bon, voilà, là, il y avait le structuralisme, la sémiologie aussi. La sémiologie, avec Barthes, même Saussure, enfin l'idée qu'il y aurait quelque chose qui unifierait une sorte de science ancillaire qui servirait à toutes les autres sciences. Exactement. Et que ça ferait même une unité des sciences humaines, enfin avec les sciences biologiques ou physiques. Et puis que là, on se dit, peut-être si, c'était ma question au début, si quelqu'un dit le paradigme ou bien réalise qu'il y a ce changement de paradigme, peut-être que ça peut avoir un impact, peut-être depuis la philosophie, énorme dans le champ de la biologie. Ou alors, on est dans un moment d'immense perplexité, oui. Puisqu'on est dans un moment de... Comme tu as dit, peut-être. Voilà, c'est plus le crépuscule des dieux, c'est le crépuscule des paradigmes. Oui, je pense que c'est une bonne manière de terminer cette discussion. Merci beaucoup. Merci. Je pense que cet échange se termine sur une ouverture d'un travail à venir. Pourquoi une ouverture ? Parce qu'on a une série de paradoxes qui sont au centre de notre travail, singularité, discontinuité, changement permanent. Ces paradoxes, je les ai pris jusqu'à maintenant comme signe d'un chemin vers un nouveau paradigme. Un nouveau paradigme qui pourrait être fondé à l'intérieur de la psychanalyse ou bien fondé depuis les neurosciences sur la psychanalyse. Enfin, pour moi, c'est l'apport des neurosciences à la psychanalyse, c'est une critique du déterminisme, une certaine critique d'une causalité linéaire propre au 19e. Et au fond, que tous ces paradoxes, ces anomalies, ces contradictions sur lesquelles bute notre travail, qui sont nos énigmes partagées, je les ai pris jusqu'à maintenant toujours un peu avec l'idée que ça ouvrait le chemin vers un nouveau paradigme. Or, aujourd'hui, c'est troublant comme expérience. Troublant puisque l'émission s'est terminée, cet entretien, sur l'idée de l'impossibilité du paradigme, c'est-à-dire d'une chute du paradigme. C'est qu'on a mis cette opposition paradigme et plasticité du paradigme, qui a quelque chose, au fond, d'une disparition d'un grand récit qui peut tenir tout ça. Ça me fait penser à la psychanalyse, parce que la psychanalyse n'est pas un grand récit. La psychanalyse, elle est partielle, elle est d'abord une praxis, elle part de la clinique, elle introduit l'idée de l'inconscient dans le champ de la raison. Et au fond, la psychanalyse n'a pas été construite comme un grand récit explicatif. Et que ça me fait visiter peut-être la psychanalyse comme n'étant pas un paradigme. Et que peut-être, paradoxalement, on pourrait dire que l'apport de la psychanalyse au champ de la philosophie ou au champ des neurosciences, c'est un savoir-faire avec l'absence de paradigme. C'est excellent. Très intéressant. En fait, moi, ce qui me frappe d'abord, c'est quelque chose qui n'est pas vraiment nouveau, mais ce terme de plasticité, en combien de manières il peut être décliné, dans combien pas de paradigme, mais en tout cas de champs, avec le risque quand même que dans cet effort justement un peu unificateur d'un nouveau paradigme, la plasticité, on force un tout petit peu les classifications, enfin, qu'on mette sous ce chapeau de ce paradigme de la plasticité des choses des thèmes, des domaines qui y sont, mais peut-être aussi d'autres qui sont un peu plus forcés. Ça me rappelle, en fait, je sors de cet entretien avec l'idée des limites des classifications. Alors, le paradigme, ce n'est pas la même chose que classification, mais il y a quand même une certaine démarche. Et j'ai en tête notamment un livre de Stephen Jay Gould, A Beautiful Life, qui raconte, qui décrit la découverte de ce qu'on appelle d'un site archéologique, enfin préhistorique plutôt, de Burgess Shale. Donc, c'est une plaque qui date de l'époque jurassique, dans laquelle se sont figés des milliers
dans cette explosion du Jurassique, des milliers d'organismes, micro-organismes ou de quelques millimètres, de quelques centimètres. Et en fait, une des interprétations qui en est faite, c'était que c'était quelque chose d'instantané, qui s'est produit une explosion jurassique où la nature a essayé plein de tests. Alors, il y a par exemple des vers de terre avec 8 pattes et 3 antennes. Enfin, il y a des essais. C'est comme si la nature avait fait des essais. En tout cas, ça a été interprété comme ça par Gould, c'est-à-dire c'était un instant qui a laissé des traces. Et ensuite, Burgess, qui était le directeur du Smithsonian à Washington, et d'autres paléontologues, ont essayé en fait de dire, de trouver des classes, faire une classification de ces organismes comme s'il y avait une temporalité. Quelque chose qui est venu séquentiellement avec un progéniteur, d'autres espèces qui étaient dérivées des autres espèces, donc une séquence par rapport à quelque chose d'instantané. Et il a forcé un peu. Et justement, il y a eu des chercheurs dans les années 50 qui ont remis tout ça en question en disant non, c'est pas du tout. Et ils ont même analysé de manière très critique comment certaines espèces avaient été écartées parce qu'elles ne rentraient pas dans une phylogenèse séquentielle, etc. Et là, par rapport à cette discussion d'aujourd'hui, je me dis que peut-être, voilà, il y a une sorte de besoin de l'être humain de créer des concepts unificateurs ou des classifications unificatrices pour expliquer le vivant, le monde qui nous entoure, mais qu'en fait, c'est des constructions de l'esprit et que la nature, on peut l'apprendre peut-être de manière parcellaire et sans nécessairement quelque chose qui est séquentiel, quelque chose qui est organisé. Et on voit pourquoi, alors peut-être ces paradigmes et ces classifications ont des limites.